aborder la deuxième grande partie du cours sur la culture, du premier cours sur la culture prime-t-elle notre nature. Dans cette deuxième partie du cours, nous allons évoquer Aristote, dont j'ai mis ici un célèbre portrait. Alors, dans la première partie, nous avions vu l'idée que la culture est une forme de conditionnement, c'est l'hypothèse du formatage, de la culture coercitive. Il s'agit de forcer, c'est ça la coercition, les hommes à devenir des citoyens, pour parler comme Protagoras. Eh bien, dans le grand 2, nous allons voir un autre point de vue sur la culture, consistant à montrer que le but de la culture est bien de libérer l'homme des entraves de la nature. Voilà. Alors, euh, je vous propose donc, dans cette deuxième partie, de commencer à envisager sous un autre jour le rapport de la nature et de la culture. Alors, en fait, mon objectif, donc, c'est, si vous voulez, de vous montrer que bon, certes, il y a des aspects coercitifs dans la culture. La culture impose des cadres et même peut-être un formatage. Il est certain, effectivement, que la société nous apporte ou nous impose un certain nombre de préjugés. Mais moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que, au fond, la véritable signification, la véritable fonction de la culture, c'est précisément de nous délivrer de ces préjugés. Hein. Alors vous allez me dire, mais c'est quand même étrange que la culture nous apporte des préjugés pour finalement nous en délivrer. Eh bien, je crois que c'est une des formes de ce que l'on appelle le cercle de la culture, et c'est pour ça que j'ai placé cette série de cours, ces deux séries de cours, sous le symbole du cercle, justement. On en reparlera. Alors, donc, d'abord, le but de la culture est bien de libérer l'homme des entraves de la nature. D'abord, je voudrais commencer par vous faire remarquer qu'il est très contestable d'opposer, aussi radicalement qu'on l'a fait, la nature et la culture dans le grand 1, la première partie. Oui, c'est-à-dire que, en fait, on l'a déjà vu, souvenez-vous, dans le cours sur la technique, déjà, quand on considère ce qu'on appelle la nature elle-même, pas la nature humaine, la nature dans l'absolu, quoi, c'est-à-dire tout ce qui existe indépendamment de l'intervention humaine. Bon. Déjà, cette définition-là de la nature est extrêmement problématique, car finalement, ce que nous désignons par le terme de nature, souvent, en réalité, suppose l'intervention humaine. C'est-à-dire que dans la nature elle-même, ce qu'on appelle la nature, eh bien, on s'aperçoit que il y a une grande partie des êtres qu'on dit naturels qui sont en fait l'ouvrage de l'homme, enfin en partie l'ouvrage de l'homme, notamment de la sélection opérée par les éleveurs, par les agriculteurs depuis toujours. Hein. Euh, et alors, cela est vrai quand il s'agit de parler bon, par exemple, des espèces végétales dont nous nous nourrissons, excusez-moi. Euh, Par exemple, eh bien, la plupart des choses qu'on met dans notre assiette sont en fait des produits qui ont été mis au point par les Indiens d'Amazonie, enfin les Indiens d'Amérique du Sud, pardon, pendant des siècles et peut-être même des millénaires. Les Indiens ont appris à cultiver des plantes qui sont aujourd'hui la base de notre alimentation et qui étaient à l'origine tout à fait toxiques. Si vous pensez par exemple aux tomates ou aux pommes de terre, les tomates et les pommes de terre sont en fait à l'état sauvage. Les plantes dont ont été issues la tomate et la pomme de terre, pardon, sont des plantes qui sont en fait toxiques pour l'homme. Les solanacées, hein, c'est-à-dire le genre auquel appartiennent les tomates, sont à l'état naturel toxiques, et les tubercules, dont la pomme de terre est issue, également. Hein, et en fait, c'est le cas finalement de beaucoup de choses qu'on trouve dans la nature, c'est-à-dire que voilà, il serait naïf d'imaginer que les bons légumes, les bons fruits dont nous nous nourrissons euh, tous tous les jours, on pourrait les trouver dans la nature et s'en nourrir de la même façon. Non, c'est parfaitement faux. En fait, ce qui est nécessaire à notre alimentation, ce sont des produits qui ont été mis au point par l'homme, en fait, par des générations et générations. C'est la même chose avec les animaux, d'ailleurs.
C'est la même chose plus généralement avec les forêts, avec les littoraux. Ce que je veux dire ici, ce que je veux souligner ici, c'est que finalement les productions entre guillemets de la nature ont en fait toujours une dimension culturelle, c'est-à-dire que ils ont été produits dans des contextes culturels particuliers. Et c'est pour ça que par exemple une forêt euh, dans un pays d'Europe ne ressemble pas à une forêt dans un pays d'Asie. Non pas seulement parce que les espèces sont différentes, parce que ce serait génétiquement incompatible ou parce que les climats, etc. Enfin oui, bien sûr, tout ça existe, mais aussi parce que en fait la forêt c'est pas une réalité brute, c'est aussi quelque chose qui est aménagé par l'homme. Hein. Même les forêts dites primaires, enfin l'Amazonie par exemple, c'est une forêt qui est aussi aménagée par l'homme. Je parle pas des bulldozers qui rasent tout, je parle des Indiens qui y vivent depuis des siècles, hein, et qui ont donné une certaine configuration à la forêt. Les chemins n'existent pas naturellement. Le fait de répartir les essences, les espèces, de débroussailler, d'entretenir, tout cela, ce sont des choix culturels qui correspondent à une histoire. La forêt française, elle a une histoire qui est liée en fait au développement du christianisme au Moyen Âge euh, dans les territoires européens et à l'exploitation des bois ensuite pendant la monarchie absolue. Bon, tout cela, enfin voilà, les réalités naturelles en fait ont une histoire culturelle et on pourrait même dire que les animaux, d'une certaine façon, du moins ceux qui entrent en contact avec l'homme, ont aussi une histoire humaine, une histoire qui provient en fait de la culture humaine. Voilà. J'ajouterais que cela est vrai en ce qui concerne la nature, enfin entre guillemets la nature. Hein, vous voyez que c'est un terme en fait qui est problématique et qu'il faut employer avec précaution, avec des guillemets, disons. Mais c'est également vrai en ce qui concerne l'homme lui-même. Hein, c'est-à-dire que c'est pas seulement vrai à l'extérieur de l'homme, c'est vrai également à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que les attitudes ou les comportements que l'on décrit comme naturels chez les hommes sont en réalité toujours en même temps culturels. On ne peut pas opposer, si vous voulez, des strates de comportement humain qui seraient naturels et par-dessus d'autres strates de comportement humain qui, eux, seraient culturels. Comme si on pouvait faire passer donc une frontière entre ce qui est naturel et ce qui est contre nature ou ce qui est naturel et ce qui est culturel. Non, en l'homme, une telle chose est impossible, une telle démarcation est impossible parce que même les comportements ou les signes que l'on pourrait croire les plus immédiats, les plus spontanés, les plus naturels, sont en fait le produit d'une certaine culture. Alors, c'est très connu en ce qui concerne les émotions, c'est-à-dire que par exemple, voilà, les peuples n'expriment pas et ne vivent pas les émotions de la même façon en fonction de leur culture, selon leur culture. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion naturelle, il n'est pas naturel. C'est Maurice Merleau-Ponty, un philosophe français, dont on a très peu parlé d'ailleurs, jusqu'ici, qui écrit dans un texte très célèbre qui traîne dans tous les anabacs, que les émotions ne sont pas naturelles et qu'il n'est pas naturel d'embrasser dans l'amour, écrit-il. C'est-à-dire que voilà, il y a des civilisations où le fait d'embrasser n'est pas du tout quelque chose qui soit spontané, qui soit naturel. Il ne faut pas imaginer que ce soit là une sorte de réaction qui serait universelle et que un peu partout les hommes exprimeraient leur affection, leur amour de cette manière. Hein, pas du tout. Et on pourrait dire la même chose de la colère, on pourrait dire la même chose de oui, particulièrement la colère. Il y a des pays où on va exprimer la colère de façon très démonstrative et spectaculaire, et puis des pays où au contraire on va montrer très peu de choses et la colère s'exprimera par d'autres petits signes. Hein. Alors évidemment, c'est ce genre de petites différences qui fait tout le fond en fait des anecdotes de voyage, parce que voilà, quand on se retrouve du coup dans un pays étranger, on ne comprend pas forcément les signes que nous adressent les gens, les signes que l'on croit naturels et qui ne sont pas naturels. Par exemple, le fait que quand on aille en Inde, vous allez me dire c'est pas forcément très naturel, mais le fait que quand on aille en Inde les gens expriment le oui et le non par des gestes qui sont exactement le contraire de ceux que nous utilisons. C'est-à-dire que par exemple les gens vont hocher la tête comme ça de côté pour dire oui et hocher la tête de haut en bas pour dire non, ce qui est très perturbant puisque chez nous en fait on fait exactement le contraire. Et de façon plus générale, voilà, si vous voulez avoir le summum de la compréhension, il faudrait voir ce que ça fait de mettre un japonais et un corse euh, ensemble pour essayer de voir un peu, ou un italien, enfin, c'est-à-dire vraiment des peuples qui expriment les choses de façon mais, totalement opposée. D'un côté la gesticulation, la faconde, extrêmement expressive et dramatique et théâtrale, et de l'autre côté la retenue, le contrôle, la maîtrise de soi,
etc. Bon, alors voilà, il y a rien de naturel en fait dans l'expression des sentiments humains et même dans la façon de vivre les sentiments, les émotions. On pourrait même ajouter que, mais ça, on a déjà fait allusion, que les signes sexuels. Là aussi, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui est complètement immédiat, ça passe pas par le filtre de la culture, c'est la biologie. Et non, pas du tout. Les signes sexuels également sont des signes culturels. C'est-à-dire que faut pas imaginer que par exemple les signes de la virilité ou de la féminité soient universels. Hein, c'est faux. Et par exemple, si on considère simplement la pilosité, c'est vraiment un signe qui est extrêmement culturel, qui change de signification selon les époques, selon les cultures. Hein. C'est-à-dire que la pilosité n'est pas forcément l'expression de la virilité. Bon, je sais pas, par exemple, ça fait partie des standards de beauté en fait, hein, qui sont extrêmement variables. Comparer deux James Bond, comparer Sean Connery, le James Bond des années 60-70, et comparer, comment s'appelle-t-il, Daniel Craig, le James Bond des années 2000-2010, vous verrez que, en ce qui concerne la pilosité, les statuts, les standards, pardon, de virilité et de beauté masculine ont complètement changé. C'est d'un côté une espèce d'homme velu, de l'autre côté une espèce de bodybuilder imberbe. Hein. C'est parce que, en fait, la signification de la virilité change en fait très fréquemment, hein, et notamment donc la pilosité, c'est un signe qui est très culturel, au point même qu'à une époque, alors je vais peut-être un petit peu ici forcer le paradoxe, mais dans une époque peut-être un petit peu reculée, la barbe pouvait être un signe d'effémination. Oui, absolument, vous avez bien entendu. C'est dans la Rome trouver ce genre de phénomène qui semble vraiment extrême, enfin extrêmement étrange. Hein. Pourquoi la barbe serait-elle un signe d'effémination? C'est quand même très étrange. Bon, tout simplement parce que à une époque à Rome, le standard de la beauté masculine, c'était d'être rasé, avoir les joues glabres, parce que le symbole de la virilité, c'était le légionnaire. Et le légionnaire romain se rase. Hein. Le légionnaire romain n'est pas barbu. Il y avait seulement certains grades qui avaient le droit de porter la barbe. D'ailleurs, je ferai remarquer que il me semble que c'est la même chose encore aujourd'hui dans les armées modernes. Hein. Tous les soldats, enfin tous les membres de l'armée n'ont pas le droit, en fonction de leur grade, de leur unité, etc., d'avoir le même pilosité, barbe, moustache, etc. Ça, c'est très précisément encadré. Alors dans l'armée romaine, c'était également le cas. Donc le standard en fait de l'homme viril, c'est l'homme qui se maîtrise, qui se domine. C'est ça qui a fait le succès des armées romaines. Hein. C'est des types qui marchent en formation, qui ne rompent pas les hirsutes qui courent dans tous les sens, et les légionnaires romains sont disciplinés, et donc voilà, ils se rasent, même en campagne, ils se rasent, ils doivent rester glabres, etc., etc. Et par opposition, les gens qui à Rome portaient la barbe le faisaient en signe. Alors ça dépendait selon les dynasties. Par exemple, la barbe avait disparu du champ à l'époque des premiers empereurs, c'est-à-dire d'Auguste et puis même Jules César. Enfin voilà, le standard c'est vraiment l'homme glabre. Et puis la barbe va revenir plus tard avec la dynastie des Antonins, c'est-à-dire Adrien, Marc Aurèle, et ces empereurs-là qui vont porter la barbe le feront par signe d'allégeance à la culture grecque, parce que chez les Grecs, la virilité, c'était le port de la barbe, mais du coup, ils seront parfois aussi assimilés aux pédérastes, puisque c'était effectivement chez les Grecs, l'habitude de porter la barbe allait de pair avec l'amour des pouvait être un signe en fait d'effémination du caractère, et un signe donc qui passait voilà, pour une forme de féminer. Alors évidemment c'est très étrange de dire ça comme ça, mais oui, en fait ce que je veux dire c'est que les signes sexuels sont extrêmement variables selon les époques, selon les contextes. Il n'y a rien qui soit naturel. Hein. Voilà, dernier mot sur ce sujet.
Un mot pour parler du naturalisme. Le naturalisme, c'est-à-dire l'idée que en fait les comportements humains seraient fondés sur des données biologiques, sur des données naturelles en l'homme. Eh bien, le naturalisme est un système d'explication qui ne marche pas. Hein. Je veux dire, on ne peut pas expliquer les modèles familiaux, on ne peut pas expliquer la réalité humaine, en fait, simplement avec des données biologiques. Hein. Et les tentatives en règle générale, pour prouver que, par exemple, tel genre de famille, tel modèle familial est naturel, parce que fondé sur des données biologiques, eh bien, ce genre de tentative, en général, tourne court, parce que on ne peut pas expliquer la réalité humaine à travers simplement des données biologiques. Alors, ceci dit, je vais quand même parler de concepts biologiques dans le petit 2. Hein. L'homme n'est pas déterminé par sa nature. Il y a un concept en biologie qui qui décrit assez bien ici, et qui intervient vraiment à point nommé dans cette réflexion, c'est le concept de néothénie. Alors la néothénie, voilà un mot savant qui est apparu au XXe siècle, non au XIXe siècle, pardon, pour décrire, excusez-moi, certaines espèces capables de conserver des caractères larvaires pendant toute leur vie, euh, voire carrément de se reproduire à l'état larvaire. Bon, alors si on sort du domaine primitif, initial dans lequel on a appliqué ce concept, c'est-à-dire la description, je crois, des invertébrés euh, et d'autres espèces, la néothénie s'applique également, par exemple, à des mammifères pour décrire le fait que certaines espèces, en fait, conservent une période d'enfance prolongée très longue. Et c'est exactement le cas de ce qui arrive dans l'homme. C'est-à-dire qu'effectivement, les biologistes ici nous donnent un concept pour exprimer très commodément le fait que les hommes ont ceci de particulier, que ils arrivent au monde en étant totalement prématurés. La néothénie, en fait, voilà, c'est le fait d'être prématuré, de demeurer prématuré et de demeurer enfant pendant très longtemps. Si vous regardez la durée de la vie, la durée de l'enfance, excusez-moi, chez un être humain comparée à la durée de l'enfance chez un autre mammifère, je sais pas, un cheval, chat, etc., vous vous apercevrez que la proportion de la durée de l'enfance par rapport à la durée totale de la vie n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que si vous comparez, si on estime que l'enfance chez un être humain dure 15 ans sur une vie qui va durer, simplifions, 75 ans, ça représente, si je ne me trompe pas, un cinquième, c'est ça, de l'existence, 20% de l'existence. Si vous regardez par contre la durée de l'enfance d'un chat rapportée à la durée de sa vie, je crois que ou chez un cheval ou chez un chien, pardon, on descend assez vite à 10%, voire à 5% de l'enfance, enfin de durée de l'enfance par rapport à la vie. Pourquoi? Parce que en fait, l'homme a besoin de beaucoup plus de temps pour se former, pour devenir adulte et pour parvenir à la maturité sexuelle. C'est-à-dire que en fait, l'homme arrive au monde en étant très indéterminé, en étant donc prématuré, comme je disais plus tôt. Euh, et c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas en lui un programme qui va immédiatement déplier toutes ses fonctionnalités et le rendre immédiatement opérationnel. Hein, j'ai peut-être déjà eu l'occasion de prendre l'exemple du poulain. C'est extrêmement frappant de voir comment un poulain, dès les premières heures de sa vie, dès les premiers moments où il est né, parvient à se mettre debout, une fois encaissé le choc de la naissance, le poulain se dresse sur ses jambes au bout de quelques heures et se met à marcher. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ici, la marche répond chez le poulain à un instinct qui est déjà présent, qui est là et qui suffit en fait totalement à le faire marcher. Et c'est ainsi que le poulain devient immédiatement ou presque autonome, du moins du point de vue de la marche. Et c'est évidemment une stratégie qui a été mise au point par l'évolution, enfin c'est-à-dire qui est apparue en fait naturellement à travers les âges, qui fait que la plupart des animaux sont effectivement plus ou moins opérationnels, enfin du moins c'est le cas chez les mammifères, hein, plus ou moins opérationnels très vite en fait après leur naissance. Bon, chez l'homme ce n'est absolument pas le cas, c'est-à-dire que le bébé qui vient au monde a effectivement un instinct de la marche et donc les euh, comment ça s'appelle, les pédiatres, quand ils prennent un nouveau-né, vérifient immédiatement si le nouveau-né a bien l'instinct de la marche, vous savez, en prenant l'enfant comme ça, et puis en
suspendant et en présentant son pied devant un obstacle. On voit que le nouveau-né a instinctivement donc, réaction de lever le pied, lever la jambe pour enjamber l'obstacle. Bon. Alors c'est là un instinct, mais un instinct en fait qui disparaît très vite au bout des premières semaines de vie de l'enfant, et l'enfant va devoir en fait totalement réapprendre à marcher, mais en fait de façon culturelle, non plus de façon naturelle comme le poulain, hein, qui au fond n'apprend pas. Le poulain d'une certaine façon sait déjà marcher, n'a pas besoin d'apprendre car c'est un instinct qui est en lui, qui est déjà là et qui ne disparaîtra pas, qui ne disparaîtra jamais. Tandis que l'enfant, lui, a besoin d'acquérir cette compétence par un apprentissage, par l'exemple, par des tests, par le tâtonnement, etc. Et il a besoin, en fait, du secours de ses semblables, enfin de ses semblables, de ses parents plus exactement, pour apprendre à marcher, c'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui tienne les mains, que on l'aide, qu'on l'encourage, que on l'accompagne. Et un enfant laissé à lui seul n'apprend pas à marcher. Hein. Vous savez bien que c'est ce qu'on a pu constater avec le célèbre cas de Victor. Vous savez, cet enfant sauvage trouvé en 1801 dans les forêts du côté de Saint-Afrique. Victor de l'Aveyron, il avait désappris à marcher et il se déplaçait à quatre pattes. Hein. Voilà, il avait à peu près entre 8 et 10 ans quand il a été trouvé. On ne sait pas précisément. Alors, oui, les biologistes ont d'autres concepts pour décrire un peu ce genre de phénomène, et notamment le concept de plasticité cérébrale. C'est un concept qui a été mis au point par des neurologues. Qui explique que en fait le cerveau humain n'est pas déjà câblé à la naissance comme peut l'être le cerveau d'autres mammifères, et que en fait les comportements ne sont pas déjà figés en fait dans les circuits cérébraux préétablis, mais que au cours de son enfance l'être humain va tracer lui-même en fait des circuits cérébraux, va composer ces circuits cérébraux au fur et à mesure, hein, au gré finalement de son éducation, c'est-à-dire que finalement c'est la culture qui va suppléer, qui va remplacer, qui va fournir ce que la nature ne fournit pas. Hein. Alors vous allez me dire, mais finalement ces concepts néothénie, plasticité cérébrale disent des choses très simples qui finalement étaient déjà observées par exemple par Rousseau. Hein. Alors c'est vrai que Rousseau emploie un concept finalement qui décrit le même genre de fait, mais comment dire, d'un point de vue descriptif en fait, et pas d'un point de vue enfin pas du même point de vue que le point de vue de la biologie, c'est le concept de perfectibilité. Hein, c'est-à-dire que en fait, les animaux naissent en étant déjà ce qu'ils ont à être, comme on l'a vu avec l'exemple du poulain, tandis que l'homme, lui, a besoin de devenir ce qu'il a à être, c'est-à-dire que l'homme a besoin d'apprendre toutes les caractéristiques qui le rendront humain, c'est-à-dire la station verticale, la marche bipède, le langage, la parole, etc. Hein, l'homme ne naît pas complet, l'homme ne naît pas avec tout un attirail d'instincts qui l'aideront et qui lui permettront de vivre, c'est à lui-même de se fournir en fait ces conduites, c'est à lui-même de les apprendre. Hein. Et c'est ce que Rousseau appelle la perfectibilité, c'est-à-dire que l'homme a en lui la capacité de se rendre plus parfait, il n'est pas l'œuvre de la nature, il est l'œuvre de lui-même. Hein. Alors la capacité de se rendre plus parfait ou plus imparfait, c'est-à-dire que l'homme, à la différence de l'animal, a aussi la capacité de dégénérer, hein, et de descendre plus bas que la bête. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la bestialité, en général, n'a pas grand-chose à voir avec le règne animal, avec la vie animale, mais plutôt avec une humanité corrompue. Hein. Non pas par la nature qui nous déterminerait à certains vices, mais en fait par des habitudes et une éducation, une contre-éducation humaine, proprement humaine. Voilà. Bon, j'arrête là pour cette vidéo, et donc je vous retrouve dans la prochaine pour évoquer plus précisément le rôle de la culture.